Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission de Capital Auto. On est aujourd'hui à la Porte de Versailles de Paris pour le plus grand événement automobile de ce début d'année 2020, le salon Rétromobile. Un salon qui n'est pas en crise, preuve en est avec le nombre de constructeurs présents et de stands. Et on va aller voir ensemble les principales nouveautés à découvrir. C'est parti, venez avec nous. S'il y a bien un stand à aller voir à Rétromobile, c'est celui de Burton, donc du carrossier italien qui a fait faillite en 2014. Il exposait une dizaine de véhicules de concept car, de prototypes. On se trouve par exemple dans celui-là une Lamborghini, donc le concept Genesis qui est apparu à la fin des années 80 et qui préfigurait un monospace que Lamborghini aurait pu sortir. Un monospace équipé bien sûr d'un V12 quand même, on est dans une Lamborghini, mais c'est vrai que c'est assez surprenant de voir ce genre de véhicule. Parmi les autres véhicules à découvrir sur le stand, il y a la fameuse Volvo Tundra, un projet commandé à l'origine par le constructeur suédois, mais qui finalement donnera naissance quelques années plus tard à la fameuse Citroën BX. Et il est encore question de Citroën avec la Camargue, un grand coupé 2+2 développé sur la base de la GS, un concept qui sent vraiment bon les années 70. Burton s'est aussi essayé au pick-up dans les années 90 avec le Pixter. Sous sa carrosserie très sportive se cache un moteur de BMW M3 qui était l'une des sportives de référence à l'époque. La Philo étonne plus par son contenu technologique que par son design. Elle était censée préfigurer le futur de l'automobile. À l'intérieur, il n'y a plus de pédales, la voiture se conduit grâce à une sorte de joystick, tout droit sorti de l'univers des jeux vidéo. Et on peut dire que Burton ne manquait pas d'imagination, surtout quand on voit cette Suzuki Go, un étrange engin qui ressemble vraiment à un cadeau pneumatique sur roue. On change complètement d'univers, nous sommes dans le Hall 3 où est organisée une vente expo de véhicules à moins de 25 000 €. On va justement donner la parole à un expert automobile qui va nous montrer quelques modèles à dénicher. Parmi eux, on peut par exemple avoir cette micro Jeep, 100% électrique, donc c'est pas un jouet, c'est vraiment une voiture qui roule, 100 km d'autonomie et elle coûte moins de 3 000 €. Moi, personnellement, j'aurais bien envie de l'acheter. L'une des voitures les plus populaires qu'on vend dernièrement, c'est la Fiat 500, la 500 originale, d'accord? C'est une voiture énormément produite, qui a encore un côté pratique et c'est relativement abordable. Mais également, tous les Mercedes de cette génération, ça c'est ce qu'on appelle le modèle 107. C'est un modèle très répandu, il y a plusieurs versions. Il y en a eu énormément d'unités qui ont été exportées au marché américain et qui revient. Ouais. Et c'est un modèle version américaine par exemple. Oui, ça c'est la version américaine, tu as bien remarqué pour le phare. Oui, c'est ça. La Porsche 924, c'est un modèle qui s'est très bon marché. C'est solide, c'est mécanique Audi, entre 6 000 et 15 000 €. D'accord, donc on peut rouler en Porsche pour moins de 12 000 €. Oui, et même pour moins de 10 000 €. La Golf GTI, c'est un modèle qu'on appelle des Young Timers. C'est la voiture pour les millennials. C'est des voitures qui sont déjà à partir des moitié des années 80 et qui sont encore comparables aux voitures modernes. Ouais. C'est-à-dire, toi tu roules habituellement avec une GTI MK2 de cette époque-là, si la voiture elle est soignée et bien traitée, il n'y a aucun problème. Tu es en confort, en sécurité en général, avec une consommation très raisonnable. Alfa Romeo fête ses 110 ans à l'occasion du Rétromobile. Pour l'occasion, le constructeur a ramené le premier modèle de son histoire. Voici la 24 HP. Sous son long capot, elle abrite un moteur à 4 cylindres de 4 litres de cylindrée qui développait 42 chevaux. Et pour l'époque, c'était assez phénoménal, mais cette voiture pouvait atteindre les 100 km/h. Donc c'est pas tout, mais nous, on va aller l'essayer. C'est parti. On est sur le stand Renault, donc Renault qui présente l'un des plus grands stands du salon. Une dizaine de voitures sont exposées. Les voitures ont été choisies par les fans après un concours sur Facebook. Et parmi ces 10 voitures, on va demander à Hugues Portron, qui est responsable de Renault Classique, et de nous en montrer 3 particulières. Oui, ben là on est devant une Renault Rifar. C'est typique de ce qui se faisait dans les années 50. C'est ce qu'on appelle un tank. C'est dû à la forme de la voiture. On a été prendre le moteur de la 4 chevaux et on en a fait une voiture de course. Et cette voiture, comme son nom l'indique, elle a été dessinée par l'ingénieur Rifar. Alors Rifar, c'est un aérodynamicien qui travaillait beaucoup pour Renault avant-guerre. Il a fait les avions Caudron pour Renault. Et puis il a fait toutes les voitures de record de Renault. Et si on regarde cette voiture, en fait c'est une aile d'avion. Le profil c'est une aile d'avion et le cockpit c'est un cockpit d'avion tout simplement. Donc il a mis tout son savoir en aéronautique
au service de la voiture. À côté, on a une autre voiture un peu étrange, on a du mal à l'associer à Renault, c'est une Torino. C'est une voiture qui vient d'Argentine. En fait, c'est une voiture qui a été produite par ICA, qui était une société nationale automobile en Argentine. Ils se sont tournés vers les États-Unis pour avoir une base. Donc, ils se sont mis d'accord avec Kaiser. Ils ont récupéré une plateforme avec un gros moteur. C'est un 6 cylindres 3 litres 8 en ligne. En parallèle, Renault a pris des parts dans la société ICA et la société a été rachetée complètement par Renault et est devenue Renault Argentina. Et cette voiture est considérée comme étant la voiture nationale en Argentine. C'est la voiture qu'on collectionne en Argentine. Voilà. Alors là, on va découvrir la Prima 4 Saprar. Saprar, c'était une filiale de Renault avant-guerre. Alors c'est un dessin de Paulin, qui était un architecte et designer renommé. Et donc ils vont lancer la production de ces voitures-là vers mars 1939. Et donc malheureusement, la production va très vite s'arrêter avec la guerre. On ne sait pas ce que sont devenus les autres autos, mais celle-ci est à notre connaissance la seule survivante. C'est des lignes très tendues, très élégantes, même pour un petit châssis, un petit moteur, hein, parce que la Prima 4 c'était plutôt l'entrée de gamme de Renault. On arrive à avoir quelque chose d'extrêmement élégant. Ça, c'est une voiture qui nous a été proposée par un collectionneur qui vient d'Espagne. Pour les passionnés de Renault d'avant-guerre, ça fait partie des choses exceptionnelles, parce que on les avait vus en photo, etc., mais on n'en avait jamais vu en vrai. Et là, pour la première fois, on peut découvrir cette voiture. Autre anniversaire chez Fiat, cette fois, qui fête les 40 ans de la Panda, la première génération donc, qui était sortie en 1980. Cette petite citadine dessinée par Giugiaro. Il faut savoir que 7,5 millions d'exemplaires ont été produits dans le monde depuis 1980. Ça fait quand même pas mal. Sur le stand de Porsche, il y a une voiture un peu spéciale à découvrir, mais on va laisser la parole à Jocelyn, expert produit chez Porsche, qui va nous en dire un peu plus. Écoutez, on a profité en effet du salon Rétromobile 2020 pour mettre deux voitures en lien qui sont esthétiquement bien différentes, mais qui l'histoire les rapproche. La première, c'est l'Honor Porsche. On est au début des années 1900, où Ferdinand Porsche, le créateur de la marque, avait une vision déjà assez impressionnante, avec un premier véhicule hybride avec des moteurs électriques. On a notamment juste en face dans les roues, avec un petit bicylindre aussi sur les côtés qui permettait de recharger les batteries qu'on a dans le plancher ici, et ces moteurs qui alimentent et qui permettent de faire fonctionner complètement la voiture. Et en parallèle, derrière nous, nous avons le Taycan, et on vient faire le lien aujourd'hui historiquement là-dessus, avec notre premier véhicule 100% électrique de la marque Porsche, notre Taycan Turbo qu'on présente aujourd'hui au salon. Volkswagen met à l'honneur son célèbre Combi qui fête cette année ses 70 ans. Alors 4 générations sont exposées sur le stand. La plus intéressante bien sûr, c'est la première génération, la T1, qui est sortie en 1950, donc il y a déjà 70 ans. Alors, cette version, c'est une version un peu plus moderne, date de 1963, c'est la version Samba. Et surtout, ce qui est intéressant sur le stand, c'est que Volkswagen envoie un message et annonce déjà la future génération de Combi en 2022 et elle sera 100% électrique. Cette année, on fête les 50 ans de la GS et c'est une voiture qui gagne à être reconnue parce qu'elle a permis à Citroën de rentrer dans le milieu de gamme en prenant le meilleur de ce qu'il y avait dans la gamme Citroën. Je dirais un peu la légèreté, la partie ludique de la 2 chevaux et puis la partie innovante technologique de l'ID et de la DS. Et ça en fait une voiture de gamme moyenne avec cette fameuse suspension hydraulique très confortable. Un train avant très travaillé, donc une bonne tenue de route, un moteur 4 cylindres à plat donc qui permet d'abaisser le centre de gravité et puis un intérieur très 70s mais qu'on redécouvre maintenant et c'est une voiture qui a bien marché puisque entre GS et GSA c'est près de 2 500 000 exemplaires produits. Alors chez Citroën Rétromobile c'est pas seulement la GS, c'est aussi la traversée du Sahara. Je vous propose d'aller voir une auto-chenille très spéciale. Eh bien, nous voici devant une auto-chenille B2. Alors c'est une voiture qui a été reconstruite à l'identique des auto-chenilles B2 qui ont fait la traversée du Sahara fin 1922, début 1923. Elle a été terminée pour le centenaire de la marque. Fin 2022, début 2023, on va refaire cette traversée du Sahara, essentiellement en Algérie parce que la géopolitique a un peu changé, avec une deuxième auto-chenille qui va être reconstruite. Et puis avec des véhicules électriques du moment pour nous accompagner dans ce périple. Alors je crois qu'il y a aussi un anniversaire chez DS. Et oui, chez DS, c'est les 50 ans de l'ASM qui a été présenté au Salon de Genève 70. Alors ASM, c'est une voiture vraiment particulière, on est dans le haut de gamme,
C'est une GT à la française, hein. C'est pas une voiture de grand sport, mais c'est une voiture rapide et confortable. Et puis elle a été associée avec un constructeur italien, Maserati, qui a fait le moteur. Elle est équipée du V6 Maserati et c'est une voiture qui est née au moment où en France ou quasiment dans les autres pays, il n'y avait pas de limitation de vitesse. Donc elle était capable de rouler à 220 km/h chrono. À conduire aujourd'hui, elle est encore très actuelle avec sa direction à rappel asservi très précise. Ça en fait vraiment une voiture à part qui est aussi devenue une voiture présidentielle, qui a fait quelques résultats en rallye et qui reste quelque part une des dernières grandes voitures françaises performantes des années 70. On est à l'époque du Concorde, l'époque de la SM, de la DS, donc on est fiers de la présenter ici. Et là, on a un très beau modèle assez rare qui vient d'une SM Eliez avec un toit rétractable. Il y en a eu seulement 2 exemplaires de produits. Sinon, la SM en version normale, carburateur ou injection, a été produite à 12 920 exemplaires pendant 5 ans. Chez Peugeot, c'est vrai, on parle électrique parce que on lance la nouvelle 208 électrique et du coup on s'est replongé un peu dans l'histoire de Peugeot en électrique et bien sûr on parle de cette VLV, véhicule léger de ville, qui a été fabriqué à 377 exemplaires de 1941 jusqu'au milieu des années 40 et c'était une alternative au problème de la guerre, de trouver du carburant. Et c'est une petite voiture de ville qui permettait de rouler à peu près 70 km à environ 35 km/h. Voilà, j'espère que cette visite express de Rétromobile 2020 vous aura plu, que vous aurez découvert et vu beaucoup de choses. Moi je vous dis à bientôt sur Capital Auto. On y va!